Bonjour, bonsoir tout le monde. Braille Channel vous souhaite la bienvenue. C'est une station destinée en particulier aux élèves marocains du cycle secondaire qualifiant. Ce numéro sera consacré à un roman réaliste, Le Père Goriot, paru en 1835 et écrit par Honoré de Balzac, né en 1799 et mort en 1850. Le livre est écrit 40 ans après la Révolution française. Goriot, qui donne son nom au roman, a vu et a vécu des époques, celle de la France impériale et celle de la France républicaine. Il y a donc un peu d'histoire avec un H majuscule. Également, le mot père renvoie à l'ensemble des relations que puisse s'entretenir un père avec ses enfants. Tout cela est vrai, mais en réalité, le livre est l'histoire de la société au sein de laquelle évolue ce Goriot. C'est-à-dire une société inhumaine, dépravée, corrompue, sale, au propre comme au figuré. Le lieu qui accueille les événements de ce livre est une pension, entre guillemets bourgeoise, et dont la propriétaire est une veuve au nom de Madame Vauquer. Il indiquait l'orientation de l'établissement à 10 mm près pour prouver que la pension a existé bel et bien. Ainsi, en l'espace de 3 pages seulement, il a mentionné à 3 reprises l'adresse rue Neuve-Sainte-Geneviève. Puis, le réalisme balzacien jaillit avec véhémence dans une description minutieuse, sinon ennuyeuse, de la salle où l'on se réunit. Désirant exposer la salubrité de l'endroit, l'auteur use de l'anaphore complétée par des énumérations et des rimes internes. Je cite: elles sont le renfermé, le moisi, le ronce, elle donne froid, elle est humide au nez, elle pénètre les vêtements, elle a le goût d'une salle où l'on a mangé. Elle pue le service, l'office et l'hospice. Des phrases juxtaposées à travers lesquelles on sent et voit s'infiltrer une odeur sans nom et qui n'a d'égal nulle part, l'odeur de la pension tout court. Une odeur semblable à une fumée épaisse et asphyxiante qui pénètre le nez et les vêtements. Mais avec le temps, on finit par se familiariser avec cette senteur, entre guillemets. C'est comme un parfum, même indispensable, et qui distingue les habitants du lieu. Et c'est ce qui arrive à Balzac, puisqu'il cherchait à en déterminer l'origine. Ainsi, à la ressemblance d'un détective, il visite le lieu de bout en bout, en nommant tout ce qu'il voit. Des murs sales, un sol laiteux, des objets boiteux, des couleurs indistinctes, des couches de crasse où l'on peut dessiner des figures bizarres, etc. Est-il un biologiste? Il conclut que la fameuse fétidité vient aussi des, entre guillemets, atmosphères catharales et sui generis de chaque pensionnaire, jeune ou vieux. La description des objets à leur tour, et qui vise tous les sens, même le 6e, est à la fois réaliste et subjective. En effet, l'auteur indique leur matière, leur couleur, leur forme et même leur origine avant de les juger avec des considérations. Des carafes échancrées, ternies, des rondipiles d'assiettes en porcelaine épaisse à bord bleu fabriqués à tourner. Des meubles indestructibles, proscrits partout, mais placés là comme sont les débris de la civilisation aux incurables. Vous y verriez un baromètre à capucin,
qui sort quand il pleut, des gravures exécrables qui ôtent l'appétit, etc. Ironiquement, la pension se transforme en un musée pour objets rejetés, délaissés, hors d'usage, ramassés dans tous les coins. Tout comme pour des individus oubliés, négligés, désargentés et venus de partout et de nulle part. La pluie en cascade, l'adjectif dépréciatif pour décrire le mobilier, boiteux, borgne, vieux, tremblant, lève les outils au rang des humains et trébuche les humains ipso facto à la classe des objets inanimés. Dirais-je personnification ou bien chosification? Les personnages maintenant. Madame Vauquet, c'est la tenancière de la pension. Elle s'impose en premier lieu et de sa présence dépend celle des autres. Elle s'élève la première en sa qualité de propriétaire qui doit veiller sur le bien et la tranquillité de ses hôtes. En effet, elle fait son apparition dans le lieu tous les jours à 7 heures du matin, accompagnée telle une sorcière de son chat insolite qui flaire et lèche tout. Et évidemment, elle offre aux pensionnaires les services qu'ils méritent. C'est une femme dynamique qui essaie de garder sa clientèle, bien sûr. Mais en réalité, pour elle, ce qui importe en premier, c'est l'argent. Les services viendront par la suite. L'esprit bourgeois. Goriot, un ancien Richard qui avait ramassé sa fortune d'une manière illégale, sale, et qui se trouve en internement dans une pension sale, au milieu des personnes sales, avec qui il entretient des relations sales, basées sur le manque de respect les uns pour les autres. À l'ère de la monarchie, c'était l'anarchie. Goriot profitait alors de cet état pour s'enrichir d'une manière frauduleuse en vendant des farines 10 fois qu'ils ne lui coûtaient. Mais à l'arrivée des Républicains, il perdit tous les privilèges du passé. À la pension, Goriot ne reçoit que des sarcasmes. On considère même ses filles qui lui rendent visite comme ses maîtresses. Elle est partagée alors entre deux forces, rester noble aux yeux de ses filles et gérer sa situation financière. Le grand problème qui se pose pour lui, dans tous les cas, est de savoir comment justifier aux pensionnaires qu'il vendait son matériel pour payer son loyer et non pour aider ses filles ou financer ses aventures amoureuses à ce qu'il croyait. L'homme s'engouffre petit à petit dans l'humilité. Sa situation physique, morale, financière se dégrade jour après jour, jusqu'au moment où il meurt sans bruit, comme un chien, vers un coucher du soleil. Et à ses côtés, on ne trouvait que le jeune Eugène de Rastignac. Eugène de Rastignac, un jeune qui vient d'Angoulême, la Provence, pour s'installer à Paris et suivre les cours de droit. Mais dès son arrivée, il est tenté par la vie du luxe, particulière à Paris, la ville la plus tordue du monde, au dire de Vautrin. Madame de Beauséant, une cousine lointaine de lui indique la piste à suivre. Avoir de l'argent et s'approcher des femmes. Elle lui propose alors la compagnie des filles de Goriot, en manque de tendresse malgré leur richesse. Dans un sens comme dans un autre, il y a l'idée de l'arrivisme chez le jeune Rastignac, disposé à épuiser jusqu'au dernier sou sa famille et satisfaire du coup ses fantaisies. Et de son côté, Goriot lui fait en dire confiance, car c'est de lui qu'il obtient des nouvelles de ses filles. Les filles de Goriot. Goriot a deux filles qu'il aime à la folie.
Anastasie et Delphine. Il les fait marier aux personnalités de grande réputation afin de les rendre heureuses. Le fait est qu'elles sont très très loin d'être heureuses. Et cette situation ne plaît pas à Goriot, qui continue de leur rendre des services malgré sa pauvreté. Conscient de l'état désastreux de ses filles, il ne cache pas sa déception et son regret de les avoir données en mariage en disant « Ne mariez pas vos filles si vous les aimez ». Il a aussi un faible pour elles. Il sait qu'elles ne supporteront pas de le voir dans une pension sale. Et il leur donne alors une fausse vérité en leur faisant croire qu'il s'y installe de son propre gré et pas par manque d'argent. Or, tout l'intérêt qu'il portait à ses filles n'avait aucun effet. Elles l'ont abandonné toutes les deux et aucune d'elles n'a assisté ni à son agonie ni à son enterrement. Elles étaient au courant de sa maladie, mais elles avaient des priorités, leurs affaires personnelles. Votre persona non grata. D'entrée, il fait mine d'un homme gentil. Il se dit prêt à aider les pensionnaires en difficulté et occupe une place particulière dans la vie de Madame Vauquet. C'est le seul auquel elle confie même le double de ses clés. Elle le traite même comme son fils. Et d'ailleurs, il l'appelle maman. Mais malgré tout, il paraît confus, mystérieux, ingrat, arrogant, désagréable, sordide, indésirable et aux actions incompréhensibles, voire embarrassantes. Pour la plupart des pensionnaires, Vautrin est un homme redoutable, de par son caractère solide, sa voix à la fois basse et tremblante, son physique embêtant, ses mains velues comme celles d'un singe, et de par ses idées percutantes et ses stratagèmes, peut-on dire indigestes. Vautrin sait que Rastignac a besoin d'argent, alors il lui propose une solution. C'est épouser Mademoiselle de Teffer, fille que son père refusait de reconnaître, à condition toutefois de tuer le frère de cette fille, l'héritier unique de son père, d'un père riche. Ce jour même, la police arrive dans la pension et arrête Vautrin pour cause qu'il était un criminel qui s'est évadé d'un bagne. Les doutes des pensionnaires se justifient et Goriot, qui a toujours mis en garde Rastignac de cet homme, on devient tranquille. En somme, nous avons affaire à des images des personnages, des faux personnages qui ne vivent pas leur vie, mais qui incarnent des rôles qui ne leur appartiennent pas. Chose qui appuie en quelque sorte l'idée de la société des apparences et des faux semblants. Ainsi, nous avons par exemple un Madame Vauquet, une veuve matérialiste qui vit dans la peau d'une femme gentille, deux Goriot, un homme déshonoré, mais qui joue le rôle du bon père jusqu'à la fin. 3 Vautrin, un criminel sous une fausse identité. 4 Eugène de Rastignac, un étudiant illusionniste venu de la campagne et qui vit largement au-dessus de ses moyens. 5 Les filles de Goriot, elles sont très exigeantes et cherchent une vie idéale, voire chimérique. Ainsi prend fin ce numéro. J'espère donc qu'il vous a plu. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.